Merci beaucoup, Geoffroy. Merci à tous, d'être là, déjà. 1er meet-up en présentiel, depuis un moment. C'est chouette. On verra, comment vont se faire les prochains formats, mais bon, ça fait toujours plaisir de se voir. J'en profite pour remercier, le Montpellier, Tech Hub qui, sponsorise un peu, cet événement, ce meet-up. Donc grâce à eux, on a un petit apéro, qui nous attend après, et ils nous aident vraiment, dans la logistique et autres. Alors aujourd'hui, hem, on va parler un peu de développement, de qualité, d'esprit d'équipe, de teamwork, enfin, mais surtout, pour moi, je vais surtout parler de moi. Un peu mon expérience, car, voilà, je suis expert de ma propre expérience, normalement, et j'avais besoin de parler, en fait. Et donc pour ce faire, on va rentrer un peu dans ma tête et ça se passe un peu comme un jeu, donc voilà. Allez, le jeu commence et je vais vous présenter c'est bon, on y va. Donc un peu comment, heu, le jeu du développement logiciel, s quand je discute avec d'autres développeurs, ça m'arrive souvent de discuter avec d'autres développeurs, on a tendance à se plaindre, à trouver des choses vraiment difficiles et hem et en ayant pas mal de souffrances, j'ai trouvé des petites tactiques, des petites choses qui me semblaient importantes de se concentrer pour, justement inverser un peu la tendance, et c'est ce que je vais partager là. Donc le fait d'en parler, c'est bien, c'est un peu comme une thérapie pour moi. Voilà, j'ai besoin de me livrer de tout ce que un peu, j'ai vécu parce que, quand je discute avec les développeurs, c'est toujours et encore les mêmes erreurs, encore et encore, et donc voilà, ça me fait du bien d'en parler. Merci de m'écouter ce soir. Si vous avez des questions, on peut échanger, on peut s'interrompre, il y a vraiment, aucun souci. Alors, qu'est-ce que je visualise encore et encore? La première chose que je vois quand je discute avec quelqu'un ou quand j'arrive en mission dans une équipe, c'est que j'observe en fait une espèce de compétition entre les rôles et les responsabilités. Voilà, enfin, j'imagine que ça fait quand même un certain temps que vous êtes dans l'IT. Hem, je vais revenir pas mal à cette compétition et en fait, ça me pose un énorme problème parce que, moi je sais pas faire de compétition, je sais que collaborer et j'ai un peu de mal. Donc la première chose que je vais faire, c'est essayer de remettre un environnement collaboratif, dans l'équipe. Alors, ensuite, là, souvent quand, je parle des process, hem, ce que j'appelle un peu le what the fuck as a service, c'est, je vais parler à un développeur, je vais lui demander, pourquoi il fait ça et il peut me répondre qu'il sait pas pourquoi il le fait, mais il doit le faire. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et en fait, il est dans une spirale, il sait même plus un peu, sa raison de pourquoi on fait les choses comme ça, parce qu'on les a toujours fait comme ça et hem et en fait, c'est très fatigant d'arriver d'arriver à ce point-là. Donc l'important, c'est d'avoir son process de développement, qui a un sens et qui est acquis par tout le monde. Ça, c'est vraiment la 2e chose, que je constate et qui est problématique, c'est, dans les process, on peut toujours s'améliorer, sauf qu'on le fait pas forcément. Allez, on continue. Le travail, c'est bien. Le travail, c'est bien, mais en fait, ça s'arrête pas à 18:00 quand on quitte notre travail. Donc une des choses que j'ai pu observer, donc ça fait à peu près 10 ans, que je suis, dans le métier de développeur, c'est que parfois, je finis ma journée, sur les rotules. J'ai genre plus d'énergie pour faire, quoi que ce soit et en fait, ça va pas du tout. La journée, elle continue quand même. On peut pas donner, toute notre, énergie au travail et repartir avec une charge mentale, de dingue et enfin, c'est pas tenable, en fait et ça, c'est pareil, c'est un constat qui va pas et qu'il faut adresser, en fait, par des pratiques. Trouver le bon équilibre et donc c'est très difficile de développer, quand on garde une charge mentale, très, très haute, quoi. Donc ça,
Donc voilà un peu le constat et voici un peu l'histoire, assez classique que j'ai revue, 2-3 fois en parlant aux développeurs. C'est ils se disent: «OK, c'est la merde. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler plus dur». Donc là, ils sortent, leur bandeau et ils se disent: «Allez, on va travailler plus dur, on va faire plus de tickets, on va, ajouter encore et encore de la charge». Donc ils rajoutent de la charge pour essayer vraiment de, tacler, tous les problèmes. Donc là, la WIP, donc c'est work in progress, voilà, c'est le travail en cours. Donc quand on décide de travailler plus dur, ce qui se passe, c'est que le travail en cours augmente. Si le travail en cours augmente, bah, il y a pas vraiment de magie, dans ce bas monde. C'est que, généralement, il y a du reste à faire à la fin, de notre deadline et on a de grandes chances que, comme on est plutôt optimiste, de rater nos objectifs, en fait. Plus on se rajoute de la charge, on est optimiste, on espère y arriver et en fait, ça marche pas. On rate nos objectifs, c'est pas parce qu'on veut travailler plus dur qu'on va arriver à atteindre nos objectifs. Donc on rate nos objectifs, voilà, en voulant plus faire. Quand on rate nos objectifs, patatrac, le moral, descend. C'est on est perdu, on sait pas quoi faire, on est un peu dos au mur, le moral descend et on commence à être un peu apathique, à commencer à jeter des ballons de basket en pleine dans l'open space et vraiment plus savoir, quoi en faire et que faire. Dans ce contexte, on commence à prendre des raccourcis. Donc, si on avait les moindres standards avant, généralement, ils passent à la trappe et voilà, on a tendance à arracher, tous les câbles du serveur, à faire vraiment n'importe quoi, prendre des raccourcis pour, arriver à nos fins, sauf que ça marche pas du tout. Au contraire, c'est contre-productif. On a tendance à envoyer encore plus de bugs et à empirer la situation. Voilà, par exemple, si, s'il faut redémarrer votre serveur parce qu'il y a une fuite mémoire toutes les 5 minutes, allez, c'est parti, on le fait au lieu de corriger. Je sais pas si vous avez des histoires comme ça, mais nous, moi, ça m'arrivait de manuellement, redémarrer mon serveur de ZS parce qu'il y avait des fuites mémoire, quasiment tous les jours sur des sites et c'est pas du tout, la bonne approche et en plus, le pire, c'est quand on reste là-dedans, c'est qu'on devient très, très bon à maintenir ce genre de système. En mode un peu bidouille, un peu hack, un peu on développe des talents et des compétences pour, entretenir, cette galère et ça, c'est vraiment très néfaste parce que du coup, ça nous mène à avoir un gros tas de boue, un gros legacy code, quelque chose qui ne va pas du tout et on a un code où on peut plus se repérer. Généralement, les gens, voilà, il y a eu plein de raccourcis de faits et on peut pas s'y retrouver. Donc on a ce legacy. On continue. L'environnement, ça va pas du tout. Donc au bout d'un moment, même les gens de bonne volonté, ils partent. Donc il y a un turnover. On essaye de recruter. On essaye de recruter, mais c'est galère quand on a des technos, un environnement qui est pas forcément sain. Donc on essaye vraiment de d'attirer les gens et bon, on fait les recrutements qu'on peut. Donc pareil, c'est vraiment compliqué et voilà un peu le postulat, le point de départ de notre jeu. Donc voilà, tout le monde, tout le monde un peu quitte le navire, c'est compliqué. Il y a juste un fou qui rejoindrait ce genre de projet, sauf que, généralement, ce fou, c'est moi. Je sais pas pourquoi, parfois je suis attiré par ces projets un peu sans espoir. Je me suis dit: «Je peux peut-être faire quelque chose, au prix de ma santé mentale et physique», mais il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des petites choses à faire et c'est un peu comme ça que à travers quelques cicatrices, que j'ai développé un peu des réflexes de survie dans cet environnement-là. Donc, hem, quand on y est, c'est ce que je définis un peu le mode, vraiment, difficile. Donc, et généralement, quand j'arrive, je rejoins une équipe, ils sont dans ce monde-là depuis un certain temps, donc ils connaissent que cette façon de faire
et ils ont ni la capacité, ni l'esprit suffisamment libre pour essayer d'envisager autre chose. Donc du coup, voilà, il faut les aider. Il faut et puis du coup m'aider par la même occasion parce que je rejoins le jeu. Voilà, hop, les fameux, 4 composants un peu, du système, vous les connaissez très, très bien, hein, donc nous avons la base de code, nous avons les processus de développement qui opèrent les changements de base de code, nous avons notre organisation, bah, qui rend le feedback, qui influe sur les changements et au milieu, il y a nous qui prenons, bah, les décisions, sur les processus, sur le code et sur l'organisation. Donc on va attaquer un peu ces 4 points-là, en commençant par nous. En commençant par nous. Et c'est comme ça, en se reconcentrant sur, bah, les choses qui vont être bloquées à chaque composant, on va pouvoir petit à petit améliorer les choses. Alors c'est parti, on va essayer d'inverser la tendance. Alors, je me suis pas plus présenté que ça, j'ai décidé de le faire maintenant. Donc je m'appelle Emmanuel Conrardi, donc mon, tag, tag sur, Twitter, c'est Manus The Chaîne. Je travaille chez Arola.fr, donc c'est une société de consultants. Notre dada, c'est, bah, justement la reprise de code legacy, le craft, TDD, BDD, DDD et compagnie. Voilà, on fait des formations, on accompagne les entreprises pour, créer du logiciel durable et donc c'est bien. Heu, L'année dernière, j'ai lancé un petit podcast qui me permet d'avoir justement plein de conversations avec les développeurs et en fait, c'est ce que j'aime, discuter avec les devs. Parce qu'on apprend plein de choses et puis ça permet de relativiser aussi. Et justement, je vois un peu le code legacy comme un espace, d'apprentissage, un peu le bac à sable où bon, il y a un besoin donc généralement l'entreprise, elle a suffisamment de leviers financiers pour investir là-dedans et bah, relever ce challenge, mine de rien, c'est une bonne source d'inspiration et d'apprentissage. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan. Je vais le parcourir un peu rapidement. Je vais dézoomer un peu. Hop et voilà. Je remarque que c'est pas hyper lisible la manuscrit, mais c'est pas grave parce qu'on va voir l'un après les autres. Il y a quelques lois que j'aime bien, qui sont un peu autour de la productivité, qui me semblent pertinents quand on réfléchit un peu sur nous-mêmes, qui s'appelle l'Aborite ou la loi de Newton. Je sais pas si vous connaissez? Et ensuite, on va commencer un peu sur les stratégies pour aller vers le mode, facile. Donc là, c'est mon retour d'expérience et puis on va pouvoir échanger. Comment on désamorce un peu la compétition? Sur les processus de développement avec la théorie des contraintes, les interactions d'équipe avec l'étude des 5 dysfonctions d'une équipe et la qualité de code un peu avec, les pratiques d'extrême programming. Voilà, je vais balancer plein de sujets. Chaque sujet, c'est un talk à part. Donc on va aller très vite. On va aller très vite et il y a une conclusion, mais il y a toujours une conclusion à la fin. Allez, on y va. Alors, la loi de Laborit. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Laborit, mais ouais, c'est un philosophe français et bah, comme tout philosophe, il aime bien, dire des théories, des principes et il dit que, bah, notre cerveau, il sert à 2 choses, soit s'enfuir, soit combattre. Au fur et à mesure qu'on a des choix à faire, soit on essaye de la contourner parce que ça nous semble un peu compliqué, soit, bah, on la prend, le taureau par les cornes et on essaie de l'affronter. Généralement, c'est ce qui se passe quand vous avez une tâche à faire. Est-ce que vous la faites maintenant ou est-ce que vous dites que vous la ferez demain? Voilà, notre cerveau, il est assez binaire là-dessus et ça nous fait très, très mal dans le legacy. Parce que généralement, quand on a une tâche, un peu complexe qui arrive, on a tendance toujours à vouloir privilégier la facilité et contourner et ça, c'est à cause de l'aborite. Parce que, en gros, on va tendre vers la facilité. On va toujours, avoir envie de faire le choix facile, direct et sauf que ça se retourne très, très souvent contre nous. Donc il faut arriver à résister à ça et il y a un peu des techniques. Généralement, je descends un peu
Donc en effet, quand c'est trop gros, genre, «Allez, découpons ce monolithe». C'est énorme, on va pas y arriver. Donc quand c'est trop gros, qu'est-ce qu'on fait? On découpe en petites tâches et surtout on demande de l'aide. Beaucoup d'ego parfois face à la borite où on se dit: je vais y aller, tout seul, un peu en mode cow-boy et voir, ce qui se passe». Donc avoir suffisamment de recul et se dire savoir: «Est-ce que je suis en train de m'échapper ou est-ce que je suis en train de combattre?» et arriver à un stade, à un état où on peut prendre des décisions. On y reviendra après. Ensuite, la seconde loi que j'aime bien, c'est la loi de Newton First Law of Motion, ou elle s'appelle aussi la loi de l'inertie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un peu cette loi-là. En gros, en thermodynamique, ça dit qu'un objet, si il a tendance à persévérer dans l'état, dans lequel il est. Donc s'il est à l'arrêt, il va avoir tendance à rester immobile et en revanche, s'il est en mouvement, il va avoir tendance à rester en mouvement en fonction des forces qui lui sont appliquées. Donc si on donc là, un petit exemple, hein, donc si on ne fait rien, ce qui va se passer, c'est plus de rien et si on a un environnement un peu comme ça où c'est, on essaye de travailler plus dur, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des bugs partout. Donc là, il y a plutôt une force vers le difficile et on va tendre par plus de ça et du coup, nous, ce qu'on va essayer d'injecter, c'est un peu la force qui va nous faciliter notre quotidien. C'est-à-dire, bon, bah, je suis très fan, de tests, filet de sécurité. Je pourrais en parler, très longtemps. Le partage de connaissances, s'aider les uns les autres, c'est des choses qui vont, de manière collaborative, améliorer notre quotidien et que du coup, qu'il faut encourager. C'est en encourageant ces comportements-là qu'on va inverser la tendance. En revanche, si on a tendance à encourager ces comportements-là ou, les laisser faire, on va clairement aller dans le pire. Du coup, cette inertie, il faut qu'on l'utilise à notre avantage. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Où est-ce que je suis? La compétition, j'en avais parlé tout à l'heure. Alors oui, il y a beaucoup de textes, alors pas la peine d'essayer de tout lire, hein, je vais commenter. Alistair Cockburn, je ne sais pas si vous connaissez? Voilà, c'est un peu un agiliste qui est là depuis, ouais, un bon moment, ouais. Il a participé au manifeste, agile, enfin il a participé à plein de choses. Entre autres, il a fait The Heart of Agile, mon anglais, attention. Donc le cœur d'Agile, je vous invite à explorer, un peu ce qu'il fait. C'est assez intéressant et en fait, il y a donc en 1999, ils ont créé un petit wiki qui s'appelle wiki-c2.com où dedans ils ont mis, plein de discussions de threads sur le développement et ils parlent justement de la coopération et que le jeu, du développement peut être vu comme un jeu coopératif. Pour rappel, un jeu coopératif, c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd. Jeu compétitif, c'est un jeu, ce qu'on appelle un peu zéro somme nulle, c'est je gagne, tu perds. Donc et un jeu, ça se traduit aussi par un ensemble de mouvements qui se suit. Donc si les mouvements dans le développement logiciel, on pourrait les traduire comme, bah, construire mon logiciel, le faire tourner en production et ensuite le maintenir. C'est des mouvements différents. Si tu réussis pas ton premier jeu, tu auras jamais le jeu suivant. Donc en fait, on est toujours en train de travailler collaborativement dans notre jeu courant, en préparant le jeu d'après. Donc et c'est là où on a besoin vraiment de collaborer et justement trouver cet équilibre entre, réussir le jeu courant, anticiper le jeu d'après, mais en sachant que si on échoue le premier, l'effort qu'on a fait anticiper, il est perdu. Donc il faut trouver quand même l'effort parce que si on se concentre que sur le jeu courant, on va avoir des difficultés à faire le jeu d'après. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup ce dilemme entre, faire des features ou préparer la documentation pour faciliter la maintenance et les trucs. Donc il y a toujours un équilibre. Ah mais attends, donc si on fait beaucoup de documentation, mais qu'au final, bah, les features on les fait pas ou que ça se passe pas bien, on a perdu notre temps. Donc comment on fait? Heu, cet enseignement de mouvement et de jeu déjà, il se passe,
Il se passe très difficilement quand, bah, justement entre nous, je l'ai dit un peu, tout à l'heure, on a une compétition, dans l'équipe. C'est-à-dire que, bah, par exemple, moi en tant que développeur, je peux la jouer compétitif. Ça va emmerder, tous mes collègues, mais en revanche, je peux la jouer compétitif. Ça veut dire, bah, je code, je code et je pousse en recette et je m'occupe pas des problèmes des autres. Si on a besoin de moi, je dis: «Non, je suis en train sur ma tâche» et en fait, je serai assez satisfait parce que ça se trouve, ce que je vais estimer, bon, bah, c'est ma production de code et en fait, ça peut arriver dans chaque rôle nécessaire à la conception logicielle. Donc peut-être que le product owner, je ne sais pas si vous avez certainement travaillé avec plusieurs product owners, ils sont avides de bien remplir le backlog. Ah, on va mettre plein, plein, plein de tickets, même s'il y en a déjà 200, bah, c'est pas grave, il y a plein de feedback utilisateurs. Ils seront prêts dans 2 ans, mais c'est pas grave, on va le mettre dans le backlog et ça, bah, en fait, il la joue perso. Il ne fait que de mettre une pression. Lui, il fait son rôle parce que son rôle, c'est de récupérer le feedback utilisateur, le traduire et de pouvoir, plus ou moins donc le slicer, savoir ce qu'il veut. Mais en fait, si on se préoccupe pas un peu des préoccupations des autres, ah bah, on va avoir, bah, en fait, ça va pas marcher. Enfin, nos jeux différents builds, construire, ils vont juste pas fonctionner, quoi. C'est un jeu coopératif. Je vous enverrai l'image, vous aurez le temps de lire mes petites, BD. Donc ouais, dans la coopération, ce qui se passe, c'est que, bah, il faut voilà, faut arrêter de regarder son nombril, hein, tout simplement et vraiment écouter, bah, le QL, le PO, enfin, les différentes parties prenantes qui sont nécessaires et arriver à regarder, en fait, le résultat de l'équipe. C'est ça qui est important, pas la production personnelle. Bon, j'anticipe un peu sur plein de choses qui vont arriver après, mais c'est pas grave. Hem, voilà, petit aparté, donc ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Si en effet, je collabore et que c'est à sens unique, ça veut dire que, une partie prenante a toujours besoin d'aide et que je l'aide de tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans qu'il vienne en aide à mon retour, c'est pas gagnant-gagnant. Faut trouver un autre système. Donc si c'est que à sens unique, c'est que en fait, on le fait mal en équipe. On devrait pouvoir, bah, l'aider et au bout d'un moment arrêter de l'aider, que c'est celui qui vous aide. Donc au début, bah, par exemple, le testeur, il a peut-être besoin de plus d'explications, de jeux de données, on va lui faire des outils. Mais s'il est toujours en aide et qu'il n'arrive pas à faire son travail, il y a un problème. C'est pas gagnant-gagnant. Et ça, faut avoir une idée assez claire là-dessus et donc il faut appauvrir ça, faut pas encourager, ces comportements-là et vraiment, dire: «Bon, bah, voilà, là je t'aide et ensuite tu vas pouvoir m'aider» et cetera et cetera. C'est comme ça que, bah, en fait la somme de l'équipe, c'est plus que la somme de la productivité de chacun. C'est vraiment, bah, voilà, comme tu m'aides, je m'aide. On arrivait à créer quelque chose qu'on n'aura pas pu avoir, indépendamment, quoi. Ça demande beaucoup de confiance, heu, c'est une des premières préoccupations, quand j'arrive, dans une équipe, c'est de construire un climat de confiance. Donc généralement, bah, je fais mes preuves, c'est-à-dire je fais de la feature. Voilà, il y a pas 36 solutions, c'est je monte patte blanche, voilà. Si vous arrivez dans une équipe, heu, essayez pas de tout changer, tout casser les process, ça marche pas et en plus, si ça marche pas, on vous fera plus confiance. Donc voilà, produisez quelque chose, montrez patte blanche, dites que, bah, voilà, vous arrivez à contribuer à l'équipe et une fois que vous avez la confiance, bah, on va pouvoir un peu, améliorer les choses. Donc sur la confiance, là, il y a des petits jeux qui sont vraiment sympas, donc je vous enverrai à la fin, donc à faire et ça montre en fait comment ça marche un peu la confiance et savoir quand coopérer et quand ne pas coopérer. C'est intéressant. Allez, donc ça, c'était un peu pour, la compétition et ses travers et là, on va agir sur nos processus de développement. En fait, il faut savoir que c'est normalement, le processus de développement, c'est là où on a le plus de leviers d'action. C'est dans notre périmètre. Quand on est une équipe, on va dire, pluridisciplinaire, qu'on gère de bout en bout, normalement, c'est nous qui décidons un peu de comment on organise un peu nos processus de développement et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, donc dans notre processus de développement, donc on va étudier le besoin, ensuite l'intégrer dans les équipes, le construire, le déployer et regarder le résultat.
Donc c'est ce que j'appelle un flux de valeur. Voilà, le flow, le flux de valeur. Et de temps en temps, on va donc à travers des rétrospectives ou à travers de l'amélioration continue, on va faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour améliorer ce flux. Mais c'est un peu ma première remarque. Parfois, on fait beaucoup d'efforts, mais au final, bah, on n'a pas le résultat attendu. C'est-à-dire on a injecté beaucoup d'efforts, mais finalement on n'a pas vraiment amélioré le, mmh, le lead time, donc c'est-à-dire notre temps de déploiement, on n'a pas vraiment amélioré les choses et là, généralement, ça veut dire que, bah, on a mis de l'effort dans améliorer une partie du développement qui en fait n'était pas la contrainte, d'où la théorie des contraintes. Là, il faut imaginer que, bah, voilà, si tout le monde, travaille à fond sur ses tâches et que, par exemple, on a une contrainte sur le test, bah, ça sert à rien de produire, 15 tickets et parce qu'ils pourront pas être testés, petit à petit. Ils vont être forcément testés en petit à petit. Donc la théorie des contraintes dit que, un peu ce que je viens de dire, que peu importe les améliorations que vous faites, si c'est pas au niveau de la contrainte, c'est une illusion. Vous allez avoir l'impression d'aller plus vite, mais globalement, votre production d'équipe, ça va être la même. Parce que dans votre équipe, il y a quelque chose qui va limiter votre flux de valeur. Ça peut être, le feedback utilisateur qui remonte pas, ça peut être, bah, le développement, on n'a pas les talents, on a besoin d'apprendre des nouvelles technologies, ben, du coup, on n'arrive pas à développer. Ça peut être le testeur qui galère à avoir des jeux de données, qui a des recettes, qui a un environnement qui est toujours instable, donc qui arrive pas à resetter. Ou ça peut être le déploiement. Ça souvent le déploiement d'ailleurs. Généralement, on arrive à produire, mais ensuite quand il faut envoyer en prod, c'est compliqué. C'est pour ça que bon, il y a eu plein de pratiques pour faciliter cette étape. Donc c'est très, très important. Donc, là, j'ai fait un petit dessin. Donc quand vous cherchez une optimisation, allez pas chercher à améliorer hem, la capacité hors de la contrainte. Ce qui nous intéresse, c'est ça, pour améliorer, bah, notre flux et notre capacité. Je donne un peu des exemples. Donc, comment je détecte ça? J'arrive dans l'équipe, donc OK, on produit et là, bah, quand on veut déployer, ah oui, mais bon, on fait 2 déploiements par an. Il va falloir attendre. Ah bon, bah, d'accord. Donc généralement, il faut voir qui attend qui. C'est assez classique, moi j'ai vu des développeurs un peu tourner en rond, plus savoir trop quoi faire. Bon OK, la contrainte est peut-être pas au niveau du développement. En revanche, bah, si les développeurs, ils sont que d'attendre, bah, ça veut dire que les feedbacks redescendent pas. Donc, ah, elle est peut-être au niveau du design ou de la reprise utilisateur et surtout, c'est ça que je veux aborder moi quand je suis en rétrospective. Parfois on a tendance à parler de, bah, d'étapes ou d'améliorations qui ont pas forcément un impact sur notre flux. Donc on va mettre de l'énergie et hem et ça va pas avoir d'impact sur notre flux. Donc il existe une petite technique, hein, qui s'appelle les 5 focusing steps, qui sont généralement une des techniques qu'il y a dans la théorie des contraintes, parce qu'il y en a plein. Donc simplement, on commence par identifier la contrainte. Voilà, qui attend qui, généralement on peut le sentir et ou si vous avez des bords de Kanban, généralement ça se voit bien, c'est là où les tickets, ils s'accumulent. On est pas loin de savoir où est la contrainte. Par exemple, en ce moment, chez moi, c'est le test. Voilà, on n'a pas vraiment de QA, donc on essaye de tester nous-mêmes. C'est le PO qui teste. Bon, ça marche pas très, très bien. On reste parti donc bon, il faut faire quelque chose. Première chose, c'est que, si quelqu'un est assigné au test, on va exploiter, la contrainte au maximum. Ça veut dire que, bah, quand il teste, on s'assure qu'il est vraiment utilisé à 100 pour faire du test. Et qu'il est en train d'attendre personne. Ça veut dire que ce qui peut arriver donc je travaille pour différentes équipes, dont avec des testeurs. Si par exemple, il y a un retour de recette et qu'il peut pas tester parce qu'il y a voilà, il a détecté un bug, il a fait un retour et ben, il faut absolument le traiter en priorité pour pas faire attendre notre contrainte qui est en train bah, d'attendre de valider ce ticket-là, quoi. Donc généralement, toutes les autres parties prenantes, lèvent les mains, traitent ce retour et on libère le flux et on s'assure que, bah, la contrainte qui est le test, il est
toujours en train de tester à 100 quoi. Si ça va pas, on peut, subordonner la contrainte. Ça veut dire que, bah, ça se trouve, notre testeur, il fait d'autres tâches qui pourraient être déléguées. C'est de la délégation, en fait, hein. Et peut-être qu'il crée lui-même ses jeux de données, ce qui est bien, mais peut-être que les développeurs, ils peuvent prendre cette tâche à sa place, et cetera. Si ça marche toujours pas, ça veut dire que, bah, on n'arrive pas à dépiler les tickets de test et ben, on va élever. Ça veut dire que peut-être que notre développeur, il a pas les compétences ou l'apprentissage pour vraiment tester efficacement. On va peut-être l'emmener en formation, le faire, pair tester avec un senior, testeur. Enfin, il va peut-être falloir qu'il gagne en technicité, en efficacité pour améliorer son flow. Et si ça marche pas, on répète. Ou si on peut pas faire mieux, c'est qu'on a optimisé notre flux, en fait. Une fois qu'on est sur une contrainte, on sait qu'elle est là et qu'on a fait toutes les étapes, bah, là, on a optimisé notre flux de valeur. En revanche, si la contrainte se déplace, on voit que ça s'accumule un peu ailleurs, peut-être côté design, bah, bah, on recommence les étapes et cetera et cetera. Donc la théorie des contraintes, c'est de l'amélioration continue et c'est se concentrer vraiment sur ce qui nous fait mal et ce qui nous bloque dans notre flux de valeur. Et vouloir mettre de l'énergie ailleurs, c'est une illusion. Et on aime bien ça, mettre de l'énergie ailleurs, parce que c'est facile d'optimiser notre petit bout de process à un endroit, parce qu'on sait faire, mais en fait, c'est du temps gâché. On s'épuise à faire ça. Donc plein d'autres choses et donc généralement, la première question que j'ai, c'est: «Bah, si je suis pas la contrainte, qu'est-ce que je fais?» Parce que là, je suis développeur, il y a beaucoup de cas à tester. Qu'est-ce que je fais si je fais pas si je produis pas de code? Et ça, parfois, on réalise, bah, tiens mince, j'ai produit du code tout le temps et maintenant on me dit: «Non, stop, parce que ça sert à rien». Qu'est-ce que je fais? Bah, là, c'est le moment de préparer un peu le jeu d'après, justement. De faire des investissements à moyen, un peu long terme. Donc il y a plein de choses à faire quand on produit pas de code, qui sont très, très importantes. J'ai mis un peu des exemples ici. On peut aller parler avec, les utilisateurs, refactorer, tenter un peu une exploration de refactoring dans la base de code pour apprendre, de sa base de code. Le but, c'est quand on a du temps, le meilleur investissement, c'est d'apprendre. Voilà. Comment on apprend? On apprend, bah, en essayant des choses, en faisant des expérimentations ou en parlant avec des autres parties prenantes qui ne sont pas les nôtres. Donc voilà, allez parler avec les autres parties prenantes, essayez de mieux connaître votre environnement avec du refactoring, écrivez la documentation. Il y a des manières très, très sympas et fun de le faire, heu et ça, c'est très important de faire ces activités et ça s'y est très bien, bah, quand on n'est pas la contrainte et que du coup, ben, en fait, on vaut mieux attendre, arrêter un peu la production que voilà. Hop, 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 donc oui, la charge mentale de la contrainte et on continue, on continue, on continue. Donc alors je l'ai peut-être fait à l'envers parce que, bah, pour améliorer notre processus de développement, généralement ça marche mieux quand on arrive à prendre des décisions, bah, les uns avec les autres, les différentes parties prenantes et prendre des décisions, c'est super dur en équipe. C'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur parce que, bah, on se fait pas forcément confiance au début. On peut avoir peur d'un manager qui est un petit peu, imposant et ou intimidé parce qu'on va avoir un peu peut-être le syndrome de l'imposteur, dire: «Bon, bah, je suis un peu une fraude, donc je vais pas trop parler et dire ce que je pense parce que, je suis peut-être passé pour quelqu'un de mauvais» et donc en fait, il existe en fait les 5 dysfonctions d'une équipe qui, explique un peu tout ce qui ne va pas. C'est un modèle de maturité, en fait, qui explique un peu, comment une équipe éme vient à être dysfonctionnelle et du coup, lui, il dit de OK, quand votre équipe ne fonctionne pas, commencez vraiment par la base, le fondement et en fait, Patrick Lencioni explique 5 étapes pour un peu atteindre, pour avoir une équipe, bah, qui soit vraiment une équipe, qui est capable de prendre des décisions, d'avancer en équipe. Alors, comment ça se passe? La première étape, le fondement, c'est ce qu'il appelle la première dysfonction, c'est l'absence de confiance.
absence of trust. C'est-à-dire, on n'est pas capable de se montrer vulnérable ou de dire ce qu'on a dans la tête. Ça demande beaucoup de courage de dire ce qu'on a dans la tête. Voilà. Donc, et quand du coup, on garde un peu la rétention sur quoi on pense et qu'on se fait pas confiance, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir des débats entre nous parce que, bah, voilà, comme on se fait pas en confiance, on a besoin de faire des débats pour prendre des décisions. Donc il faut arriver un peu à se découvrir suffisamment pour commencer un peu à se connaître l'un l'autre et, bah, aller un peu vers cette relation de confiance ou collaboration. La deuxième étape, voilà, on arrive à peu près à dire ce qu'on pense, c'est la peur de rentrer en conflit. Ça, elle arrive souvent. C'est souvent le tech lead ou le manager qui arrive, qui explique un peu sa vision des choses. On va tendance à acquiescer, même si on n'est pas d'accord. On a peur un peu de rentrer en conflit avec lui, ou même un collègue parce que ça demande de l'énergie, c'est de la charge mentale de rentrer en conflit, de débattre. Mais c'est hyper important d'avoir des conflits productifs. Sinon, on crée ce qu'on appelle une fausse harmonie. Je sais pas si ça résonne quand je dis fausse harmonie? Un peu? Et une fausse harmonie, c'est pas la peine d'essayer de prendre des décisions parce que, bah, derrière, quand vous allez en prendre une, bah, en fait, vous avez pas vraiment été engagé dans cette décision-là. Donc c'est-à-dire que le tech lead, il va prendre une décision: «Allez maintenant, toutes les pull requests, vous passez par moi». Alors voilà comment on crée un bottleneck. Mais voilà, cette décision, elle est terrible. Hem et si on n'est pas capable un peu d'argumenter, de débattre avec les personnes et ben, clairement on navigue à l'aveugle. Les décisions qu'on prend, elles sont pas ça ne va pas être celles de l'équipe, ça va être celle d'une certaine personne et on va pas être engagé dessus. Donc il faut débattre. Il faut apprendre à débattre, c'est une compétence, mais c'est super important pour, faire des décisions d'équipe. Ce qui nous emmène à la troisième dysfonction. Admettons, on arrive à débattre en posant grâce à des faits. Il faut pas feindre les engagements de l'équipe. C'est un peu ce que je disais avant. Donc, d'accord, on a débattu, on a trouvé un consensus. Il faut être vraiment sûr qu'on achète, la décision qui a été prise après. Ce qui nous emmène à la dysfonction dernière, qui est, on évite un peu nos responsabilités. Ça veut dire, OK, on s'est dit qu'on allait écrire des tests en premier, qu'on allait tester TDD là pendant 2 semaines et boum, le lendemain, quelqu'un, il pourrit la base de co enfin pas qu'il pourrit, mais il le fait pas. Bah mince, attends, on avait pris une décision juste avant, mais en fait, tu l'as complètement feinté. Donc il est important de se tenir responsable sur nos décisions et de pouvoir le faire. Donc c'est là ce qui est taking the responsibility to call peers, c'est-à-dire même quand on voit quelqu'un qui respecte pas la décision, bah, ne pas le confronter, en fait. Donc si on évite nos responsabilités, on va pas arriver à avancer en équipe, en fait. Ce qui nous emmène à la dernière, c'est l'inattention aux résultats. Donc ça veut dire que finalement, on arrive à faire tout ça, mais je vais privilégier ma carrière, un peu on va dire mon succès personnel avant celui de l'équipe. Ah OK, on s'est mis d'accord, mais moi j'ai envie d'apprendre Kafka. Donc je vais mettre ce bus, je vais utiliser ce bus-là, pour, répondre à notre besoin technique parce que j'ai envie d'apprendre ça. C'est important pour ma carrière que j'apprenne Kafka parce que derrière, je vais pouvoir le valoriser quand je chercherai un autre boulot. Et non, mais ça marche pas comme ça. Parce que quand on privilégie, bah, d'abord ses ambitions avant celles de l'équipe, ça, bah, ça permet pas à l'équipe d'avancer tout simplement, ça, enfin, on comprend en fait. Donc ce qui est important, c'est le résultat de l'équipe, pas la performance personnelle. Donc même si on a l'impression que quelqu'un, il est un peu pas vraiment performant, si l'équipe, elle produit un bon résultat, en fait, peut-être que, bah, même son comportement, il s'inscrit bien en fait dans la dynamique de l'équipe. Donc pas sauter, sur des conclusions par rapport à la productivité personnelle. C'est vraiment celui de l'équipe et comment ça marche. On y arrive, donc là, ça reprend un peu l'histoire que je dis du tech lead et bah, justement hier, j'ai trouvé ça. J'en suis où, là? OK. J'ai trouvé ça, je sais pas si ça vous parle. Donc ici, c'est le très bas, sécurité psychologique très basse, performance très basse.
généralement, les gens n'ont plus rien à faire. Voilà. Donc ils se sentent pas engagés ou autre. On se sent très bien dans l'équipe, mais on n'est pas des très bons standards, c'est-à-dire qu'on est dans notre zone de confort. Donc on n'est pas trop challengé et puis, bah, voilà, ça se passe tranquillement. Heu, on n'est pas très en confiance dans l'équipe, mais on nous demande beaucoup. On est dans la zone d'anxiété. Donc c'est difficile d'essayer des nouvelles choses, généralement, c'est cette zone-là où on est quand on est dans un contexte legacy. Un contexte on nous demande beaucoup de sauver le SI, mais en revanche, on nous fait pas confiance pour le faire. Bon, bref. Et le but, c'est d'arriver un peu dans cette learning zone où, bah, l'équipe, en fait, elle apprend au fur et à mesure, bah, de ses actions. Au fur et à mesure qu'elle se transforme, qu'elle se renouvelle, qu'elle crée une nouvelle version d'elle-même, bah, elle apprend en collaborant et en prenant des décisions. OK, alors on arrive à la ah oui, bah, extreme programming. J'ai passé beaucoup trop de temps sur les sur les sujets d'au-dessus. Extreme programming, Sekenbeck et Ward Cunningham, enfin tout un clan, qui sont assez connus, bah, dans Craftsmanship et autres, bref, dans le contexte. Ils ont écrit un bouquin, qui parle de cette pratique. Je sais pas si tout le monde a entendu parler d'extreme programming, de loin ou de près? OK. Bah, voilà, c'est une pratique qui existe, depuis assez longtemps, qui, se concentre sur une approche vraiment très itérative pour créer et concevoir un logiciel. Donc dans cette pratique, il y a autant des pratiques, on va dire, plus techniques que, collaboratives et si je devais le dire simplement, c'est vraiment travailler avec nos utilisateurs pour avoir une petite, boucle de feedback et ensuite s'adapter aux changements dans des cycles courts. Ce qui nous emmène à, par exemple, livrer petit, hem, avancer à un rythme soutenable et en fait, au cœur, on a des pratiques qui nous, bah, en tout cas chez Arola et chez plein de développeurs, nous tiennent un peu à cœur, qui vont en fait, tirer, la qualité vers le haut. Alors c'est vrai que j'ai pas défini ce que c'était la qualité, c'est un peu la question bonus. Je suis curieux de voir comment vous définirez ça? C'est quoi la qualité? C'est un peu lié à c'est quoi un bug? Je réponds un peu plus bas à ça. Et en fait, quand j'observe que, bah, il y a des problèmes de qualité, dans une équipe, généralement je pioche là-dedans et j'essaie d'injecter un peu ces pratiques dans les équipes. Donc, le pair programming, c'est quelque chose que je vais faire en continu. Hem, tout ce qui va être, refactoring, donc, arriver arriver à faire un changement, apprendre vraiment ce qui devait être fait et l'améliorer en continu pour, aligner, bah, ce changement avec les besoins métiers. Le simple design, je vais accélérer parce qu'on arrive au bout. Mais voilà, en gros, comment je tacle mes problèmes de qualité? C'est généralement, je regarde ce qui est le plus propice à être adopté par l'équipe, là-dedans. OK, ça je sens que l'équipe, elle est pas loin d'utiliser cette pratique. On va juste donner le petit coup de pouce qui lui permet vraiment de l'adopter, le mettre en place et de créer un nouveau standard d'équipe. Ensuite, par exemple, pour le TDD ou le refactoring, je vais montrer par l'exemple. C'est-à-dire, bah, je vais faire du TDD, je vais pas l'imposer aux autres, je vais juste montrer comment ça se passe et s'ils trouvent ça pertinent, on pose des questions et puis on montre avec le pair programming, on fait monter en compétences. C'est comme ça qu'on diffuse un peu et donc je l'ai répondu là. Alors pour moi, la qualité, si je devais la définir le plus simplement, c'est notre capacité à changer et à s'adapter, notre système. Si elle a 0, ça veut dire qu'on peut juste pas changer le système et si elle est très haute et ben, on peut s'adapter à notre environnement qui lui change tout le temps. Voilà, les serveurs, le marché, enfin tout notre environnement extérieur qui change. Bah, si on a une haute qualité, on est capable d'influer des changements dessus. Donc c'est notre capacité et on peut emprunter dedans pour faire des changements. Après c'est un autre sujet et le bug, pour moi, c'est juste un changement qu'on voulait pas. Potentiellement, ça peut être une feature, mais quand on a un bug, c'est bon, en fait, il y a quelque chose qui a changé parce que, bah, il y a un bug mais en fait, on veut pas ça et donc toutes ces pratiques, pour moi, elles nous aident
toutes les pratiques qui sont dans XP, elles nous aident à augmenter et maintenir notre capacité à changer les choses. Donc, elles méritent vraiment notre attention. Alors, pour conclure, alors, quand on est dans un contexte un peu difficile, vraiment et qu'on veut le rendre plus facile, voici un peu les focus. Alors, quand on parle de nous, généralement, on se focus sur le moment. Ça sert à rien de se projeter peut-être sur, 2 ans. C'est trop compliqué et puis généralement, on risque de pas être engagé, à faire une action. Dire: «Tiens, bon, dans 2 ans, j'ai besoin de refactorer ou de casser mon monolithe». Non, faut se concentrer sur là, tout de suite. Si on doit améliorer une chose, qu'est-ce qu'on fait? Donc chez nous, généralement, c'est faire un petit pas, heu, imaginer, ce que notre futur nous aimerait bien dans le futur. Peut-être c'est dormir, peut-être c'est, voilà, avoir un petit outil. Donc moi, j'adore créer des scripts, en fait, pour me simplifier la vie. Voilà, je vais passer 1 heure à faire un script et améliorer un peu mon flow personnel, quoi. Enfin, mon flow. Est-ce que c'est dans le code? Généralement dans le code, donc on va avoir besoin de nouvelles compétences, nouvelles capacités. Donc, généralement, on va expérimenter. Moi, ce que je propose, c'est dans les pratiques d'extreme programming. Est-ce qu'on veut améliorer un truc dans notre processus de développement? OK. Vous avez identifié la contrainte, essayez de tout faire pour, réduire votre travail en cours. Généralement, la source du mal, c'est qu'on a vraiment trop de travail en cours, on travaille trop, c'est simple. C'est sûr et certain qu'on travaille trop, on produit trop de code, c'est obligé. Donc faut réduire tout ça et tout faire pour vraiment le garder le plus bas possible et vraiment se focuser sur être concentré sur, un flow continu de valeur. Et enfin l'équipe, si on veut améliorer les choses, c'est peut-être ce qui est le plus difficile parce que ça demande du courage, de vouloir changer l'équipe. Mais il faut quand même identifier, le besoin de l'équipe, ce qui lui manque et arriver à engager des conversations. Ça peut être difficile d'engager parfois la conversation à toute une équipe entière. Moi, je privilégie souvent les one and one. C'est-à-dire, je vais parler à un membre de l'équipe et juste déjà à 2, voir, le feedback, comment ça prend, s'il est d'accord avec moi et encore un entretien individuel avec un autre membre de l'équipe et en fait, juste en maintenant un flow de juste un et un avec les personnes, on arrive un peu à créer, à faire émerger un peu des changements plus facilement. Donc, c'est bien d'adresser l'équipe tout d'un coup, mais, je trouve ça plus efficace quand c'est en un et un dans l'équipe, voilà, petit conseil. Si vous voulez prendre un petit début pour, améliorer l'équipe. Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez de Laborit qui décide un peu d'aller dans la facilité. Donc là, il faut un peu reprogrammer notre cerveau et dire: «Là, c'est facile». C'est facile quand on prend nos responsabilités, qu'on s'améliore et qu'on laisse pas un peu toutes ces pratiques, et tentations qui nous mènent, vers un environnement en fait un peu, pas toxique, mais un environnement vraiment difficile. Donc voilà, la facilité, c'est d'arriver à faire ces petites améliorations qui vont juste inverser la tendance et petit à petit inverser la vapeur. Hem, donc voilà, j'ai mis un peu, des choses que qu'est-ce que ça signifie? Le plus important pour moi, c'est de maintenir un filet de sécurité. J'en peux plus de rejoindre des équipes où il y a pas de filet et on doit les réécrire. Donc ça, si voilà, si vous voulez faire un geste pour les développeurs après vous, même pour vous-même, faites en sorte d'avoir ce petit filet de sécurité automatique qui vous donne le feedback, qui vous permet de changer facilement votre base de code. Ça facilite grandement tout le reste et ça rend tout le monde heureux. Voilà. Et si c'est, difficile d'attaquer ça, c'est pas grave, on fait des petits pas, on demande de l'aide et petit à petit, en demandant de l'aide et en apprenant les uns des autres, on arrive vers un mode plus simple. Merci. Ah, cool. Merci à toi du coup. Ah, je suis pas trop mal dans le timing. Hem, je vais boire un coup. Tu m'étonnes. Mmh. Petite question, ça va, c'était pas chiant? Je t'ai beaucoup parlé? Non,
Mais moi, ça m'a fait du bien là, je fou! Voilà, tu vois? Je suis vraiment parlé et quand j'ai dit que c'était une thérapie, c'était pas faux, hein. Non, je je peux être un peu embêtant avec mes trucs, mais